Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Easy French. Aujourd'hui, pour la première fois, nous enregistrons dans un studio et nous recevons l'artiste franco-autrichien Jérémy Machto, aussi connu sous le nom de Der MC ou Dein Ernst, pour parler de sa double culture et de la manière dont cela a influencé son art. Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour l'invitation. Alors, j'ai dit dans l'introduction que tu étais artiste, mais est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Je m'appelle Jérémy Machto. Mon nom d'artiste ou mes noms d'artiste, c'est Jeremc ou Dein Ernst. Et je fais du rap en allemand et depuis 2012 maintenant, depuis que j'ai fini l'école en fait. Et j'ai un label qui s'appelle Heiße Luft et j'habite à Vienne depuis toujours. Je suis né à Vienne et j'ai grandi à Vienne et c'est là où j'ai toujours passé ma vie et c'est là où j'ai mon noyau. mon noyau artistique. Et vous allez voir, il y a souvent des mots qui me manquent en français parce que comme j'ai toujours vécu à Vienne, même si j'ai été dans une école française et que mon père est français, j'ai quand même des petits mots qui me manquent en français, mais je me débrouille bien quand même. Ouais, tu te débrouilles super bien. Et c'est justement de cette double culture franco-autrichienne que je voulais parler avec toi aujourd'hui. Alors, tu as grandi avec un papa avec un papa français et une maman autrichienne. Tu as grandi à Vienne. Alors, c'est comment de grandir entre deux cultures ? Comment ça se passe à la maison ? Ça se passe en parlant deux langues différentes. Après, c'est une situation un peu exceptionnelle parce que ma mère parle français. Elle était elle-même aussi au lycée français de Vienne, comme moi. Donc, bien sûr, c'est pas. Il y a sûrement des familles où c'est beaucoup plus séparé et où la mère ne comprend pas quand on parle la langue du père et vice-versa. Mais chez nous, donc, on pouvait parler les deux langues et tout le monde comprenait, vu que mon père habitait à Vienne déjà quand je suis né depuis quelques années, donc il comprenait aussi le français. Mais juste au niveau d'être à l'aise, je suis beaucoup plus à l'aise de parler allemand avec ma mère et de parler français avec mon père. Et après, il y a mon grand frère Samuel, avec lequel je parle plutôt allemand, parce que aussi je me sens plus à l'aise de parler allemand avec lui, et c'est plus pour nous deux, je pense, la langue dans laquelle on se sent plus à l'aise. Mais quand on veut ne pas se faire comprendre par quelqu'un d'autre qui parle allemand, alors on peut parler français aussi. Ok, c'est un peu votre code secret. C'est ça. Et donc ton père, comment est-ce qu'il a appris l'allemand ? Sûrement par ma mère, un peu, et juste en habitant à Vienne et en côtoyant ou en vivant à Vienne, et en même temps, il a sûrement pas appris l'allemand aussi efficacement que d'autres gens qui vont à Vienne, parce que il travaillait dans le lycée français, et donc il avait aussi un noyau français plutôt, et n'avait pas trop de raison en fait de sortir et d'apprendre et de côtoyer des gens qui parlent que allemand, où il n'a pas d'autre possibilité que de parler allemand. Et donc c'est le cas pour beaucoup de gens dans la communauté française à Vienne, qu'ils ont pas besoin de parler allemand en fait, et donc ça fait moins ils ont moins le couteau à la gorge, ça se dit, ou je sais pas. Ils ont moins de pression pour ça, parler allemand, du coup, c'est ça. Avoir le couteau sous la gorge. Ok. Et donc tes parents, ils parlent quelle langue entre eux ? Ils parlent français entre eux. Mais il y a bien sûr beaucoup de mélanges, et c'est aussi pratique pour moi aussi, que quand il y a un mot qui ne me vient pas tout de suite en français, je peux le dire en allemand et mon père va le comprendre. Donc ça aussi, ça fait en sorte qu'après on prend des petits détours.
Est-ce que tu dirais qu'il y a surtout des avantages à grandir entre deux cultures? Ou est-ce que parfois, tu t'es jamais vraiment senti autrichien ou jamais vraiment senti français? Je pense que ça dépend de où on est, mais vu que j'ai toujours aimé Vienne et j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours adoré cette ville, euh, je me sentais viennois avant tout et j'ai jamais eu de grosses crises d'identité sur le fait de ne pas savoir ouais, d'où je viens ou d'être entre les deux chaises. C'était plutôt, je me sentais viennois avec un petit, oui, avec même un viennois un peu plus intéressant parce que je suis pas juste viennois et j'ai pu prendre un peu de Stolz. De fierté. De fierté, merci. De fierté là-dedans, de pas être juste un viennois pur, mais d'avoir aussi ce côté. Quand tu étais jeune, tu n'étais pas forcément fan de la langue française? J'ai fait 1 an en petite section dans une maternelle autrichienne. Mhm. Et il y a eu un moment apparemment où je voulais pas parler à ma grand-mère en français et mon frère devait traduire, mon grand frère devait traduire quand oui, je parlais en allemand et il traduisait pour ma grand-mère en français. Je ne sais pas exactement jusqu'à quand c'était le cas. Peut-être que c'était avant que je rentre en maternelle. Mais oui, j'étais pas super fan apparemment du français. Après ça, je me souviens pas complètement. Mais non, il y avait déjà là une petite rébellion. Et alors, est-ce que tu te souviens du moment ou de la période pendant laquelle tu as un peu plus aimé la langue française? Qu'est-ce qui t'a fait aimer cette langue et cette culture peut-être? Bah, je dirais que c'est à la fin en fait de ma scolarité. Aussi, la phase n'est pas complètement claire, mais en terminale ou après, après avoir passé le cap, donc quand j'avais 17-18 ans, j'ai découvert le rap français. Bon, bien sûr, je connaissais un peu quelques petites chansons, mais c'est la première fois où j'ai trouvé un groupe qui m'a vraiment fait envie d'écouter le rap français. C'était quoi? Un 995, très classique. Et, et c'est là, dans cette phase, oui, où j'ai découvert beaucoup plus de rap français et au plus tard, après l'école, où j'ai pu en fait être plus libre dans les choix de ce qui m'intéressait. Et c'était plus une imposition, c'était plutôt un choix libre. C'est là où j'ai vraiment commencé à apprécier aussi par exemple des classiques de livres par exemple qu'il fallait lire à l'école, surtout quand j'ai commencé à écrire en français. Donc mes premières chansons de rap, elles étaient en part en français et c'est là où j'ai aussi découvert oui, la langue un peu plus encore. Donc en fait, tu rentres un peu dans le français par la musique et le rap spécifiquement. Et les premiers textes que tu écris, c'est en français et pas en allemand. Oui, c'était un mélange, mais oui, beaucoup en français parce que j'ai remarqué que ça, c'était le truc spécial que j'avais et que c'était j'ai remarqué aussi, c'était un peu en même temps que j'ai commencé à vraiment faire de la musique avec un groupe de musiciens et je remarquais que quand je faisais quand je rappais en français, les gens appréciaient ça beaucoup. Il y a les gens, même dans les pays allemands, ont une grande, sont fans du rap français, même quand ils comprennent pas. Et ils sont très intéressés par ça, par la sonorité. Et donc, ça, bien sûr, ça m'a donné envie de le faire un peu plus. Et c'est comment le lycée français de Vienne? C'est bien? Oui, c'est-à-dire que, en fait, tous les enseignements sont en français? Oui, et après, on a encore, vu qu'on fait le baccalauréat, donc à la fin, on fait le baccalauréat et la Matura allemande, autrichienne, qui est le Abitur en allemand. On a, quand on est autrichien, c'est imposé. Ouais. On a des cours d'allemand, où on a histoire géo en allemand et l'allemand. Donc oui, c'est comme le français, mais en allemand.
les enfants français ou d'autres pays, ils ont des cours en allemand pour apprendre l'allemand pour qu'ils puissent communiquer dans la ville, mais c'est imposé aussi, mais ils n'ont pas à la fin cette matura. Et qui va au lycée français de Vienne ? Vu que c'est une école privée, c'est beaucoup d'enfants de diplomates et d'enfants riches, quoi. Mais ils ne sont pas forcément français ? Non, pas forcément français. Okay. Il y a plein, il y a tout, il y a différents, il y a des Autrichiens dont tous les deux parents sont autrichiens, mais qui veulent que leur enfant apprenne le français, et donc ils les mettent là-dedans. Il y a des gens de tous les pays, toutes les cultures, mais surtout, des Français avec des parents qui sont expatriés ou qui sont où un des parents est français. Et donc toi, tu as pu y aller parce que ton père travaillait là-bas. Exactement. Et donc j'imagine que cette communauté française à Vienne, elle se retrouve autour d'événements un peu culturels peut-être. Oui, il y a beaucoup de différentes fêtes, des différents pots de l'Institut français et comme ça. Et il y a aussi, par exemple, mon père, quand il est arrivé à Vienne, il a monté une troupe de théâtre amateur, parce que mon père est acteur, en plus d'être instit. Et il a monté une troupe de théâtre plus ou moins amateur avec des gens du lycée ou des gens français qui sont à Vienne. Et chaque année, ils montaient une pièce en français avec tout le monde qui voulait, quoi. Il y avait des castings et tout ça. Et donc, le groupe s'appelle encore Le Théâtre du Funambule. Et il a fait ça pendant 30 ans. Il a mené ça. Et chaque année, il y avait une pièce de théâtre en français où, bien sûr, c'était super pour tous les Français à Vienne d'avoir au moins une date fixe où ils pouvaient regarder du théâtre en français, parce que comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a pas de surdemande de théâtre français à Vienne. Et donc, c'était ça. Et maintenant, mon frère prend un peu la relève avec une autre troupe qu'il a avec sa copine, les Médusés du Radeau, qui, moins proche du lycée maintenant, mais plus dans la communauté française vaste à Vienne, font un peu la même chose, du théâtre amateur. Et donc, ils montent aussi une pièce, ou même plusieurs pièces par an, et ça réjouit bien sûr aussi tous les gens en français qui peut-être ont un petit manque Heimweh. Genau das. Et donc oui. Donc dans votre famille, il y a un vrai amour de la scène, parce que ton père est acteur, donc il joue sur scène, ton frère aussi, et toi aussi, t'as fait des battles de rap sur scène. Oui, exactement. Comment t'es rentré là-dedans ? C'est aussi au même moment où j'ai découvert un 995, où j'ai découvert le rap français. C'était la même phase où il y avait cette fameuse ligue française de battle rap, Rap Contenders, Rap Contenders, comme on le dirait, mais comme personne le dit. Et en même temps, dans ma tête, c'était pendant un stage que je faisais en été. Et comme dans les stages, souvent dans les stages de bureau surtout, on a beaucoup de temps à passer sur Internet. Et j'étais sur YouTube beaucoup, et j'ai retrouvé je ne sais pas ce qui est venu avant, mais j'ai retrouvé, par le fait de trouver cette ligue, j'ai trouvé la ligue allemande aussi, Rap am Mittwoch à ce temps. Et donc je suis dans cet été, j'ai l'impression, je suis complètement tombé dans ce trou du battle rap. Et quelques années après, la première ligue autrichienne s'est créée, et j'ai commencé là-bas à faire des petits battles. Et un jour, donc la ligue allemande, qui n'était plus Rap am Mittwoch, qui était maintenant Don't Let the Label Label You, j'ai recherché exactement, à rechercher des rappeurs autrichiens pour leur édition autrichienne. Et c'est là que les choses se sont enchaînées, et que j'ai fait plusieurs battles dans ce cadre. Ok. Et est-ce qu'on peut dire que tu fais partie des meilleurs, comment on dit Oui, MC. MC.
Donc c'est des gens qui font des battles de rap d'Autriche. Oui, on peut le dire. Je suis très humble normalement, mais dans ce cas, c'est pas trop dur d'être le meilleur parce qu'il y en a pas beaucoup. Et là, il y a depuis 1 an et demi qu'il y a une nouvelle ligue autrichienne qui commence à vraiment prendre de l'ampleur. Et là, oui, peut-être si je fais plus rien du tout, dans 2 ans, il y aura peut-être quelqu'un de nouveau. Mais jusqu'à là, j'ai mon statut et je l'ai défendu il y a quelques mois. Et donc, je peux me reposer sur ce statut. Et est-ce qu'on pourra mettre un extrait pour que Oui, les bien gens sûr. voient à quel point tu es impressionnant sur scène? Ils sont le juge. Draußen gekotzt, komplett zu Marmor-Spaghetti. Lang ist es her, doch es war lange fällig. Nach all den Jahren des Versteckens bin ich endlich bereit, alles auf eine Karte zu setzen, Wien auf die Karte zu setzen. Denn ich will meine Stadt representen als wahrhafter Champion. On en vient donc à ce que j'ai très envie de mettre en avant. En plus de faire des battles de rap, tu écris et tu as produit tout un album. J'ai pas tout produit moi-même, mais oui. Ah, vous voyez comme il est humble. C'était pas le premier, mais en tout cas, celui-là, il est vraiment abouti. Et ton album, donc, il s'appelle Wach, qui veut dire éveillé. C'est ça. En allemand. Alors, il y a quelques morceaux qui sont en français et en allemand. Il y a même un petit morceau que tu as fait, si je crois bien, avec ton père, qui est complètement en français. Tu disais que dans le monde germanophone, il y avait une certaine appétence pour les sonorités françaises, même dans le rap. Absolument, c'est un peu le cliché de « Ah ouais », ce que beaucoup de Français, je suppose, ont à l'étranger, que les gens disent « Ah, le français, c'est tellement beau, c'est la langue un peu ce fétiche presque. » Ouais, complètement. Pour le français, oui, il est très présent en Autriche aussi. Alors moi, je pense à un morceau en particulier dont je t'ai parlé pendant très longtemps, que j'adore, c'est Müde Blick, où il y a un passage... avec des mots en français, en fait, à la fin de chaque rime, un peu. Je me demande quand même, qu'est-ce que les germanophones comprennent de ce texte ? Je ne l'ai plus en tête, mais pas complètement, mais je crois que même là, j'ai utilisé des mots qu'il y a à la bonne heure, je crois. Es ist nicht leicht, muss ich avouer, aber ich mache als bravoureux. Oui, le avouer, bon, c'est celui qui vont... Amulett, c'est en allemand aussi. Das Real Life, das ist glamourös. Es ist nicht leicht, muss ich avouer, aber ich meiste es bravourös. Gebe einen Kuss und noch rein, das ist ein Taboulet. Sehe rot wie ein Amoureux, die Nacht über mir wie ein Amulett. Bin ich zufrieden mit all Geld, die Nacht über mir wie das Damokles. Nein, ich kann nicht schlafen in der Nacht, nein, nein, ich träume in den Tag. Ce que je me demande, c'est au final, pour qui tu écris ? C'est ce que je me suis demandé aussi, parce que là, j'ai utilisé quelques mots en français oui, parce que j'ai trouvé que la sonorité allait bien aussi avec le morceau et la façon dont je rappais dessus. Quand j'ai commencé le rap, j'avais fait beaucoup de textes en français. À un moment donné, j'avais même pris le défi en fait de vraiment faire un morceau où je changeais de langue chaque phase et pour aussi un peu amplifier pour vraiment montrer que je rime le mot français avec quelque chose en allemand et que ça marche. Mais un jour, je me suis dit, en fait, mon rap est assez lyrical et je veux en fait que les gens comprennent ce que je dis. Et donc, j'ai remarqué que si je mélangeais les deux, en fait, juste un petit pourcentage des gens bilingues allaient comprendre ce que je disais. Et comprendre tout le génie. Et donc, je me suis dit, je préfère parler clairement à 100% compréhensible pour une culture que de parler à personne en fait, ou de 50% et que personne comprenne tout le texte. Aussi, j'ai abandonné un peu de faire des textes complètement en français parce que j'avais l'impression
surtout avant, que j'avais beaucoup plus d'accent et que je savais, je connaissais le perfectionnisme des Français avec leur propre langue. Et j'avais un peu trop de respect devant ça. Est-ce que tu peux nous présenter cet album et nous parler un peu du thème de l'album? Qu'est-ce que ça raconte? En fait, le concept de l'album, c'est que ce soit un Hörspiel. Je crois que ça existe même pas en français. Non. Non, comme un audiobook, mais c'est pas c'est un podcast. Ouais, un podcast, mais genre le Hörspiel, c'est entre le livre et l'album. Ouais, c'est exactement ça, quoi. Et c'est avec beaucoup de sonorités, beaucoup de sound design, et c'est juste normalement c'est un audiobook, c'est un livre lu pour les enfants souvent, mais où il y a beaucoup de sonorités ajoutées. C'est pas juste le fait de lire le livre. Il y a aussi, on entend un peu oui, il y a une vraie ambiance en fait. Il y a une atmosphère. Quand on se plonge dans l'album, on rentre dans un monde. C'est ça. Et c'est ce que je voulais récréer, surtout parce que j'avais fait j'avais fait quelques albums jusque-là. J'avais déjà fait, pendant 10 ans, j'avais déjà fait de la musique. Et il me manquait un peu... j'avais l'impression qu'on sortait ces morceaux qui avaient plus ou moins avoir quelque chose où il y avait plus ou moins un fil rouge, mais où c'était quand même... c'était des morceaux... mis ensemble, et c'est un album, quoi. Et là j'avais envie de mettre beaucoup plus de contexte sur les chansons et de recontextualiser tout et d'avoir tout un truc qu'on peut vraiment écouter du début à la fin, et dans les meilleurs des cas qui aussi raconte une histoire, parce que c'était facile après d'avoir un fil rouge s'il y a vraiment une histoire qui est racontée. Et donc je me suis plongé un peu dans ce projet, et vu que après je savais que je veux raconter une histoire, je voulais avoir un thème qui est au-dessus. Donc j'ai trouvé un peu ce thème des rêves ou du sommeil, parce que là aussi j'ai trouvé beaucoup de trucs pour compartimenter. Compartimenter, c'est ça. Et c'est ce que j'adore, comme exemple, comme ça on comprend un peu mieux. J'avais ce thème du sommeil, et j'ai vu qu'il y a 4 phases du sommeil, et directement quand moi je vois quelque chose comme ça, 4 phases, je vois directement, cool, on peut faire 4 albums. Et après et ces 4 phases sont caractérisées par la fréquence d'onde de l'activité du cerveau. Et donc tous ces trucs, j'aime bien. Parce qu'il y a des morceaux qui s'appellent 52 Hz. C'est ça. Et j'aime bien avoir un plus. De toute façon, je fais mes chansons comme je les fais, mais j'aime bien mettre un peu de profondeur dans le contexte. Et quand je vois des choses comme ça. Parce qu'il me semble que la pochette de l'album, c'est un électroencéphalogramme. Du coup. Exactement. C'est mes ondes quand j'écoute l'album, en fait. Oui, Okay. Donc si je comprends bien, il y a déjà une suite qui est prévue. Oui, il y a 3 albums qui vont venir encore, et j'espère que je vais les finir dans ma vie, mais je sais déjà comment ça va se finir, donc j'espère que ça va... j'espère que je peux travailler d'une manière assez vite pour que ce soit pas un projet de 20 ans, mais plutôt de 10 ans. Moi, j'ai une chanson préférée, clairement, dans cet album. C'est Mudeblick, celle où il y a comme ça une partie avec des mots en français. Toi, c'est quoi ta chanson préférée dans ton album? Mudeblick, j'adore c'est parce vrai que je l'aime. C'est pas ma chanson préférée, je dirais, mais je l'adore parce qu'elle est tellement. Surtout l'album est quand même assez triste, et assez lourd. Et Mudeblick, c'est un peu Elle est un peu entraînante quand même. Exactement. Mais Erinner mich, probablement, c'est ma chanson préférée. Bitte lass mich erinnern, nein, ich will dich nicht vergessen. Hier bleiben für immer, will es speichern, drück auf Löschen. Ja, es liegt mir auf der Zunge, kann ihn noch spüren, den Geschmack. Hilf mir, mich zu erinnern, bevor er komplett verblasst. Du bist weg, doch was gerade noch da, bin wieder allein aufgewacht. C'est un peu une chanson d'amour, Erinner mich. Oui, totalement. Est-ce que ça demande beaucoup de courage d'écrire une chanson d'amour? Non. Non? T'as juste comme ça? J'ai pas beaucoup de feedback sur ma musique, mais le truc qui revient le plus, c'est que c'est honnête. Ah oui, et pour moi, c'est pas du tout...
je trouve beaucoup plus dur de faire une chanson mais heureuse, par exemple. Tu te sens pas hyper vulnérable? Oui, mais oui, il y a sûrement des personnes devant lesquelles je voudrais pas montrer cette vulnérabilité toujours, mais en fin de compte, non. Ok. Non, je me sens juste humain, plutôt. Non, mais oui, j'imagine que c'est en étant vulnérable comme ça qu'on peut parler au plus de gens possible aussi. Et moi, j'aime aussi beaucoup Willst du mit mir gehen? Sag Baby, willst du mit mir gehen? Baby, willst du gehen mit mir? Ja, willst du mit mir gehen? Ja, nein oder vielleicht. Elle est trop bien celle-là. Et celle-là aussi, elle est plutôt entraînante. Oui. Oui, elle est entraînante. Après, il y a un deuxième fond derrière la seconde. Peut-être que je l'ai pas, derrière le deuxième couplet qui est toujours entraînant, mais qui est aussi, comment dire, négatif. Négatif. Alors, Willst du mit mir gehen, ça veut dire... déjà, erinnere mich, ça veut dire souviens-toi de... Ouais, souviens-moi. Souviens-moi, oui. Souviens-toi de moi. Non. Souviens-moi. Oui. Et oui. C'est parce que à ce moment, je me réveille en fait du rêve que j'ai fait et je veux me souvenir parce que le rêve était tellement bien, je veux me souvenir de ce rêve. Mais oui, en même temps, dans la chanson, il y a aussi des moments où je dis souviens-toi. Oui, c'est un peu un mix. Okay. Parce qu'en français, ça se dit pas souviens-moi, c'est hyper poétique en fait. Erinnere mich, ça oui, d'accord, ça se dit pas non plus. Ok, c'est la même chose. Ouais. Comment tu choisis en fonction des chansons la langue d'écriture? De toute façon, c'est normalement toujours l'allemand. Dans ce cas, j'étais pas très sûr de ma capacité d'écrire des dialogues parce que c'est la première fois que je le faisais. Et donc, tous ces trucs très philosophiques parfois qui sont dans l'album, j'avais l'impression d'être très dans le banal en fait. Et pour enlever un peu de cette banalité en allemand, je me disais, allez, en français, directement, ça sort du banal pour les gens allemands. Et ça fait genre un peu le truc, vous comprenez pas. Et voilà, comme l'art moderne, vous comprenez pas, donc c'est votre faute. Et en fait, c'est super compliqué, c'est ça. Et donc c'était un peu ça. Et en plus, ce que j'ai pas encore complètement, ce que je pense qui va ressortir beaucoup plus dans les prochains albums, ce fait vu que c'est sur les rêves, le cliché de rêver dans une autre langue. Et donc je voulais reprendre ce cliché ou ce trope en faisant ça. Et alors, donc, ce morceau qui est complètement en français, qui s'appelle Perdre, j'ai quand même eu le sentiment que le sujet de l'échec était un truc important. J'arrête pas de perdre. Est-ce que certaines personnes sont juste sur Terre pour perdre, pour l'équilibre de l'univers, pour rendre ça plus facile pour les gagnants? J'en ai marre de toutes ces défaites. Oui, ça fait partie de toute ma, de toute ma carrière. Après, il y a sûrement des gens qui pensent que j'en mets un peu trop là-dessus. En même temps, je parle de ce que je connais et l'échec, je le connais. Les gens qui ont eu du succès, après, on les écoute et ils peuvent nous raconter comment ils ont eu du succès. Et les gens qui n'ont pas eu de succès, on les connaît pas et donc on les écoute pas et donc on va jamais entendre leur histoire. Et donc je me suis dit, c'est une histoire que je peux raconter et je vais pas raconter d'autres histoires que la mienne. Encore une fois, c'est hyper honnête. Moi, j'ai trouvé que cet album était une vraie réussite et je te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Donc dans cette partie, c'est une partie où on râle un peu. On aime bien faire ça à Vienne aussi. Ok, donc voilà. Il me semble que, comme tu as quand même vécu entre deux cultures, tu as pu voir, notamment du point de vue du milieu scolaire, beaucoup de différences entre l'Autriche et la France. Qu'est-ce que tu as préféré, toi ?
Vu que j'ai pas complètement la référence parce que j'étais pas scolarisé dans le système autrichien, donc c'est plutôt genre peut-être une idéalisation. Et peut-être si j'avais été en France dans le lycée allemand de Paris, j'aurais peut-être ça aurait été l'inverse peut-être. Même si je pense pas que ça aurait été l'inverse. Mais oui, je suis assez critique du système français. Alors, quelle est la différence? Qu'est-ce qui est mieux en Autriche? Mieux, je sais pas, je dirais genre l'approche au niveau de l'hiérarchie qui est un peu, qui est beaucoup plus stricte en français. Où c'est plus beaucoup vertical oui, en et France. t'es un enfant, donc t'as pas raison, et moi je suis l'adulte, et donc j'ai raison. Et beaucoup moins le rapport eye to eye. D'égalité. Oui, d'égalité. En fait, c'est super paradoxe parce que après, étant adulte, apparemment, les Français ont beaucoup plus se sentent beaucoup plus à l'aise d'être critiques envers leur gouvernement au niveau des grèves et tout ça. Et au contraire, en Autriche et dans les pays allemands, il y a presque pas de grève et tout ça. Donc c'est paradoxe que après à l'âge adulte, apparemment, ce truc d'hierarchie est moins important. Mais à l'école, j'ai l'impression, oui, et ces trucs académiques et très stricts, pas beaucoup de on met pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de mise sur le sport ou sur la créativité. Et toi, c'était plus avec tes amis autrichiens, tu te rendais compte qu'ils avaient une autre éducation? Oui, et surtout au niveau des heures de cours. Ils ont moins d'heures de cours? Beaucoup moins d'heures de cours, beaucoup moins de tests pendant l'année. De Après, contrôle bien et sûr, ça m'a d'évaluation. servi. Je trouve pas que ça devrait être le rapport à la vie, qu'il faut être super dur pour qu'après tu dois être préparé à la vie dure. Mais bien sûr, après à la fac, pour moi, c'était facile. C'était super facile parce que pendant que les enfants autrichiens, ils avaient pété la crise parce qu'il y avait 3 tests pendant une semaine. Pour moi, c'était depuis la 7e, on avait des semaines de tests et c'était complètement normal. Donc bien sûr, ça m'a servi parce que j'étais bien préparé à la vie dure en dehors du lycée. Mais je trouve que l'école pourrait aussi être un endroit, le dernier endroit avant cette vie où on peut encore s'épanouir. Non, pas du tout. Oui, s'épanouir. Ah oui, ok. Être un s'épanouir, je vois. Oui, non, okay. s'épanouir. S'épanouir et être un peu insouciant. Oui, et surtout, oui, quand j'y pense qu'on avait des cours parfois jusqu'à 17h30 et en plus des devoirs, c'est un scandale, quoi. Genre, en fait, pour moi, ça me paraît totalement normal, mais c'est vrai que d'imaginer que d'autres gens arrêtaient l'école avant et n'avaient pas de devoirs. Il y avait bien sûr des devoirs, mais pas à ce point. Et c'est aussi, c'est un peu genre... oui, de faire comme si c'est normal, mais de faire, oui, d'être exigeant avec des enfants t'as pas fait tes devoirs et les profs eux-mêmes ils savent qu'il vient de finir à 17h30 hier il a 500 autres matières où il aurait dû finir des devoirs, genre un peu je trouve que c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent du lycée et qui disent je vais jamais mettre mes enfants là-dedans. Et à la fin, ma mère, par exemple, elle a dit jamais elle mettrait ses enfants là-dedans. Et ça se passe parce que tu remarques quand même, bien sûr, l'éducation est bien et internationale et ça a bien sûr ses atouts. Moi, si j'avais des enfants et je les mettais dans le lycée, je le ferais vraiment juste avec beaucoup de supervision, quoi. Vraiment, je pense que je devrais vraiment me mettre avec eux chaque jour et leur expliquer qu'est-ce que les profs ont dit aujourd'hui, ok, ça on prend au sérieux, ça on prend pas au sérieux. Les copains qui n'ont pas de père ou mère français, il y en a plein qui ont arrêté de lycée et qui se sont fait casser leur confiance en soi par des profs et par le système. Donc c'est pour ça que je suis assez... critique. Oui. Ok, deuxième question. Paris ou Vienne?
Bah, Vienne, toujours devant tout, hein. C'est le running gag dans, dans ma famille. Maintenant, bien sûr, je fais moins, je fais gaffe de ne pas le dire tout le temps. Mais oui, avant, quand j'étais petit, tout le temps, je comparais ça. Et pour moi, je regardais pourquoi pas. c'est mieux Vienne? Je regardais pas derrière le fond, bien sûr, mais pour moi, c'était bon, Vienne, c'est propre, c'est propre, c'est sûr, et tout marche bien, et on peut marcher partout. Et Paris, c'était dangereux et ça puait. Et, quand j'étais enfant, mais bien sûr, c'est des clichés, mais quand j'étais enfant, je pensais que j'allais me faire kidnapper Après, Vienne, c'est beaucoup plus petit. Beaucoup plus petit, oui. En même temps, pas beaucoup plus petit, mais ouais. Si, c'est beaucoup plus petit. Je rigole, je sais pas. Apparemment, non, Paris, c'est petit. Au niveau de la superficie, pas, mais il y a beaucoup plus moins dense, d'habitants. Beaucoup plus dense. Oui, beaucoup plus dense. Et non, mais moi je pensais que et les annonces de pickpocket et les trucs dans les métros, c'est vrai. Et tout allait vite et tout était serré, les trottoirs serrés et tout ça. Vrai. Et donc maintenant là par exemple là j'adore Paris parce que c'est beaucoup moins cher pour manger que Vienne, et Vienne ça devient fou au niveau de la montée des prix, donc je suis maintenant, et après le lycée, quand j'ai pu expérimenter la ville plus tout seul et pas toujours en famille, en faisant des trucs touristiques, où j'ai pu beaucoup plus apprécier la ville, parce que je l'ai, comme avec la littérature française, comme avec tout ça. Quand en fait, dès que c'était pas imposé. Oui, dès que c'était pas imposé et que je pouvais le faire à mon rythme, j'ai beaucoup plus apprécié. Et qu'est-ce que t'aimes à Paris alors ? Bah, j'aime bien marcher. J'ai remarqué aussi que c'est pas... Oui, c'est grand, mais je pensais aussi que c'était un peu comme Berlin, où ça sert à rien du tout de marcher une station de métro, quoi, parce que tu marches pour 20 minutes. Berlin. C'est au moins 4 fois plus grand, je crois. Et maintenant, j'ai remarqué qu'on peut vraiment bien marcher partout. J'adore manger, bien sûr. J'adore les bouillons. J'adore les gens. C'est un peu, pour moi, c'est un peu... oui, c'est un cosplay. C'est un peu... je peux rentrer dans une autre identité et jouer un peu avec ça. Et depuis, surtout que j'ai un peu perdu mon accent et que je parle un peu mieux français, je peux beaucoup plus m'immerser dedans. Et c'est un peu comme si je jouais un rôle. Et c'est marrant de le faire parfois. On revient quand même un peu à la langue française. Est-ce qu'il y a des mots français qui sont très utilisés spécifiquement en Autriche ? Oui, il y en a beaucoup, parce qu'à Vienne, il y a ce... sûrement à cause des... je sais pas si c'est... Oui, genre Napoléon, il y avait beaucoup de rapports avec la France, pas toujours amical, mais beaucoup de rapports avec la France. Et donc, il y a des mots utilisés comme trottoir. Mais c'est dans du vieux viennois, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent encore, mais c'est dans du vieux viennois. On disait trottoir. On dit canapé, oui, bien sûr. Canapé, ça se dit... Encore aujourd'hui ? Oui, ça se dit normal. C'est juste à Vienne, parce que tu dis viennois. Non, ça, je pense que c'est allemand, germanophone. Canapé, ça se dit. Je crois que je t'avais envoyé... qu'est-ce qu'il y avait encore ? Plafond. Le plafond, on dit ça comme c'est un plafond. Oui, c'est ça. Okay. On dit séparé, mais je ne sais même pas si en français on dit un séparé. Qu'est-ce que c'est un séparé ? Dans un restaurant, ça serait une salle à part. Ah non. Oui, on dirait une salle à part. Oui, non, c'est un séparé, oui. Ok. Ça c'est un langage, c'est en allemand aussi, donc c'est pas que à Vienne. Et après il y a ce fameux mot Fissimatenten qui c'est pas vérifié, hein, il faudra regarder l'étymologie, mais on dit que et c'est ça la langue. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Donc Fissimatenten, c'est faire des conneries, quoi. Faire des conneries, ok. Mais pas des conneries, pas des fautes. Des conneries, vraiment, casser quelque chose Non, même pas, genre des trucs de voyous, des bêtises. Des bêtises, oui, d'accord, des trucs de voyous, ok. Oui. Vandaliser un magasin. Ou plus petit.
Genre des petites bêtises, quoi. Okay. Et ça vient apparemment, mais en fait, oui, comme je dis, pas vérifié. Ça vient des soldats napoléoniens qui allaient, qui demandaient aux filles autrichiennes dont ils étaient l'occupant, je suppose. Ils disaient... pas des filles, ils n'étaient pas les occupants des filles, occupantes de l'Autriche. Mais du coup aussi des filles. Et ils disaient si elles voulaient visiter ma tante. Visiter ma tante, donc les tentes. Ouais, okay. Les tentes où ils logeaient, les soldats. Et oui, les mères de ces filles, souvent, disaient non, keine Fissima-Tenten, parce que visiter ma tante, Fissima-Tenten. Et ils disaient juste ce qu'ils ont. Ils essayaient de juste dire ce qu'ils entendaient, et ils disaient non, keine Fissima-Tenten. Et que c'est comme ça que ça s'est passé, mais c'est une petite histoire romantique sur ce mot. Une histoire quoi? Romantiser un peu. Ah oui, d'accord. Non, pas romantique, oui, c'est vrai. Non, pas romantique du tout. Romantiser, une étymologie romantisée du mot Fissima-Tenten. Fissima-Tenten. Ok. Bon, écoute, sur cette super anecdote, je crois qu'on va arrêter l'épisode ici. Merci infiniment. Merci pour l'invitation. D'avoir accepté de nous parler de ta double culture au micro du podcast Easy French. Pour ceux qui sont membres de la communauté Easy French du podcast Membership, on se donne rendez-vous dans le bonus parce qu'on va parler de toutes tes influences musicales françaises. Donc attention, la playlist de Jer MC. Et puis, bien pour les autres, on vous dit à la semaine prochaine. Sag Baby, willst du mit mir gehen? Baby, willst du gehen mit mir? Ja, willst du mit mir gehen? Ja, nein oder vielleicht?